Une fois le graphique terminé, vous devez maintenant le coller dans votre cahier. Alors, hors de question de faire des pliages, hein. Vous prenez une nouvelle page et vous collez le graphique bien à plat dans son intégralité parce qu'on a des choses à faire dessus. Et on passe ensuite à la partie grand 3, j'interprète. On nous demande en premier à quel changement d'état correspond l'expérience réalisée. L'eau est passée de l'état liquide à l'état gazeux, par conséquent, c'est ce qu'on appelle une vaporisation. On nous demande ensuite à quelle date, en minutes, le changement d'état a-t-il commencé. On revient sur le tableau qui a été rempli durant l'expérience et on voit que tout le temps qu'il n'y a que du liquide, la vaporisation n'a pas commencé. À partir du moment où on voit apparition de bulles de gaz, à ce moment-là, on peut dire que la vaporisation a commencé. Donc pour nous ici, la date, le temps en minutes à laquelle ça a commencé à 11 minutes. On nous demande ensuite de tracer deux droites verticales en pointillés correspondant à ces deux dates. Donc là, on va pouvoir en mettre qu'une seule. Donc on se place à la date t égale 11 minutes et on trace un trait vertical en pointillé. On nous demande ensuite de légender le graphique avec les termes suivants. État liquide, état gazeux, état liquide plus état gazeux et palier de vaporisation. Donc, état liquide, bien évidemment, c'est toute la partie ici à gauche, durant lequel on n'a que de l'eau à l'état liquide. Et ici, ensuite, on a coexistence de l'état liquide et de l'état gazeux. Donc, c'est ici qu'on va avoir état liquide plus état gazeux. Durant toute cette phase, il y a coexistence de ces deux états et c'est la vaporisation qui se fait. On demande de décrire en faisant une phrase l'évolution de la température durant le changement d'état. Donc avant le changement d'état, on voit que la température augmente, mais durant le changement d'état, durant toute la vaporisation, la température reste constante. On a dit dans la réponse précédente que au départ la température augmente régulièrement, puis elle se stabilise et elle reste constante à partir de 11 minutes. Cette partie-là où elle est constante s'appelle le palier de vaporisation. Alors il se prolonge, bien évidemment au-delà. On nous demande ensuite de prolonger ce palier de vaporisation ici, jusqu'à l'axe, donc en pointillé et au crayon à papier. On prolonge ici
Et sur l'axe des abscisses, on peut lire à ce moment-là la température de vaporisation. On a prolongé jusqu'à l'axe des ordonnées. Donc ici, on obtient la température de vaporisation. Ici, on lit une température de vaporisation de 101 degrés. Alors vous le savez, hein, normalement, la température de vaporisation de l'eau pure, c'est 100 degrés. C'est simplement là une histoire de précision de thermomètre. Donc la température de vaporisation de l'eau qu'on a lue sur le graphique, on est aux alentours de 100 degrés. Alors c'est 101 sur notre graphique, normalement c'est 100 degrés. Et enfin, on explique par une phrase pourquoi il n'est pas intéressant d'attendre que l'eau ait beaucoup passé de temps en ébullition pour cuire l'œuf. Vous vous souvenez, les deux enfants n'étaient pas d'accord. Il y en avait une qui mettait son œuf dès le début de l'ébullition et qui attendait 7 minutes, et l'autre qui lui disait « Bah non, attends 2 minutes de plus, mets ton œuf et ça cuira plus vite parce que l'eau sera plus chaude. » Bah là, on voit que non. Puisque tout le long de l'ébullition, la température de l'eau reste constante, donc ça ne sert strictement à rien d'attendre que l'eau ait passé 2 minutes en ébullition avant de mettre l'œuf, puisque sa température sera toujours la même. Donc la température de l'eau qui bout reste toujours la même après plusieurs minutes d'ébullition. Donc, la cuisson de l'œuf durera aussi 7 minutes, même en le mettant dans l'eau bouillante 2 minutes après le début de l'ébullition.